je réfléchis aux séries Netflix qui m'ont durablement marqué, quelques noms viennent bien sûr à l'esprit, sans parler de celles que je n'ai pas encore vues malgré leur excellente réputation, et si je croise ça avec un spectre plus large, celui des meilleures séries de 2023, eh bien je prends conscience de la position essentielle que va tenir Blue Eye Samurai. Le Japon au début de l'ère Edo, un enfant métis, une soif de vengeance qui emporte tout. Sur une trame qu'on pense avoir déjà suffisamment vue pour en épuiser le potentiel, Blue Eye Samurai vient tisser une merveille formelle et narrative, comme on en voit bien trop rarement. En tant que spectateur, on est charmé, emporté, excité, surpris, choqué. Nos attentes sont tantôt comblées, tantôt chamboulées et souvent remplacées alors par quelque chose de plus intéressant au final. Cette série semble être un accident improbable et heureux, une anomalie tombée du ciel. Derrière cette impression, on trouve de l'inspiration, du talent et énormément de travail. Et si Arcane sortait de chez Fortiche Productions cette fois, c'est le studio français Blue Spirit qui assure la production de cette pépite. Je suis ravi du succès de One Piece et tout le bruit que l'adaptation a généré était on ne peut plus prévisible. Toutefois, il ne fait absolument aucun doute, dans mon esprit du moins, quant au fait que Blue Eye Samurai propose une saison en tout point supérieure et d'un intérêt incomparable, notamment pour un public adulte aussi exigeant sur le fond que sur la forme. Ainsi, après l'incroyable première saison d'Arcane, Netflix semble devoir s'imposer comme la maison privilégiée des œuvres d'animation qui transcendent totalement ce moyen d'expression. En effet, l'animation n'est pas un genre en soi, bien sûr, mais un choix artistique, protéiforme, pour raconter des histoires. Tout comme Arcane était une des meilleures séries de 2021, Blue Eye Samurai est une des meilleures de 2023 et pour moi sans aucun doute la meilleure sortie cette année sur Netflix. Je parlais de public adulte car la série leur est destinée notamment du fait des thématiques, mais plus spécifiquement de leur traitement. La violence comme le sexe sont présents et souvent de façon très explicite et potentiellement choquante. Je n'y ai perçu aucune gratuité mais bien l'application logique de décisions scénaristiques et stylistique. Dans une telle série de sabres, on pourrait craindre la multiplication des affrontements, mais ils sont rythmés, haletants et prennent des formes sans cesse renouvelées. On peut éventuellement reprocher au combat de présenter des capacités surhumaines, et certaines performances le sont clairement, mais c'est là aussi un choix esthétique qui m'a largement convaincu. Les combats de Blue Eye Samurai sont d'une qualité aussi exceptionnelle que leur déroulement est souvent impitoyable. Outre le talent des animateurs de Blue Spirit, on peut souligner des chorégraphies effectuées pour certaines scènes par de véritables artistes martiaux, sans oublier l'apport de Jane Woo, aussi passionnée par le storyboarding que par le wushu et le combat à l'arme blanche. L'histoire de Mizu, protagoniste principale de la série, a été imaginée par Amber Noizumi et Michael Green sur la base d'une idée ayant germé il y a 15 ans environ en découvrant que leur fille avait les yeux bleus. Cette histoire torturée de vengeance et de dégoût de soi-même ne pouvait trouver meilleure réalisatrice que Jane Woo, qui maîtrisait les codes de l'animation et avait connu personnellement l'expérience délicate d'être l'immigrante asiatique du point de vue des Américains et l'américaine du point de vue de son Taïwan natal. À cela s'ajoute autre chose encore, mais pour en parler, il est temps d'entrer un peu plus dans le détail avec quelques spoilers qui se limitent pour l'instant à ce qu'on découvre durant le premier des 8 épisodes de la série. Donc si vous êtes prêts, à la fin du premier épisode, on a la confirmation de ce qu'on pouvait deviner auparavant, à savoir que Mizu est une femme. Elle cache non seulement son origine métissée, mais aussi son genre, les deux pouvant totalement la bloquer dans la société japonaise de l'époque. Jane Woo explique avoir longtemps camouflé sa propre féminité pour accéder aux activités des garçons puis des hommes dans un milieu de l'animation très masculin. Elle dit même avoir longtemps rejeté cette féminité qu'elle avait intégrée comme un frein, voire un critère d'infériorité. Depuis, elle a réussi à changer de perspective et à embrasser cette féminité. Voilà clairement un des enjeux fondamentaux du personnage de Mizu, même si elle rejette toute réflexion de la sorte, trop concentrée sur son obsession vengeresse. La question des préjugés et, disons-le clairement, du racisme est ici traitée d'une manière qui permettra peut-être, même si j'en doute, de circonvenir les fragilités étalées à longueur de temps dans les médias et sur les plateformes par un camp conservateur et réactionnaire de plus en plus vociférant. En effet, est ici représenté un racisme des Japonais orienté contre tout ce qui est étranger à leur culture et à leur origine ethnique. Évidemment, la question reste universelle et le propos autour de la délicate place des femmes ou encore des personnes en situation de handicap ne laisse aucun doute sur le positionnement de la série et ses aspirations humanistes
exprimée via des personnages contrastés qui viennent échapper à la facilité comme au cliché. Quant au principal adversaire de la saison, on peut le qualifier sans aucune hésitation de méchant, puisqu'il a tout de l'ogre dans sa dimension, ses excès, et aussi la frayeur qu'il suscite. Ce personnage relève peut-être du cliché, mais il cumule tellement de traits de caractère terribles, terrifiants, qu'il fait un excellent croque-mitaine, plus grand que nature, qu'on adore détester. Je n'ai pas dit beaucoup pour l'instant de la réussite esthétique de cette série. On a l'impression d'un mélange entre de la peinture et des inspirations de théâtre japonais, en particulier du théâtre de poupées Bunraku, qui trouve une place dans l'exceptionnel épisode 5. Techniquement, c'est un mélange entre 2D et 3D, avec des inspirations tirées notamment chez Akira Kurosawa. Le sens du détail se retrouve dans les décors comme dans les costumes, avec une méticulosité qui s'est toujours restée au service d'une beauté d'ensemble tout bonnement stupéfiante. La musique, qui m'a parfois fait penser, sans doute par association d'idées, à celle du film Le Dernier Samouraï, m'a beaucoup plu dans l'ensemble, à une exception près dans l'épisode 6, mais c'est une question de goût. En effet, même si on en a auparavant par petites touches, une musique nettement plus actuelle et tranchant avec les sonorités traditionnelles vient accompagner l'action exacerbée de l'épisode 6, et de tous les choix de la série, c'est le seul qui m'a vaguement laissé sceptique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici sans avoir vu cette série, je pense que vous aurez compris qu'il faut absolument la regarder, sans parler de vous abonner à cette chaîne, bien sûr, puisque c'est déjà, pour commencer, c'est un signe de soutien qui ne coûte rien, et une assurance vie si mes sombres pouvoirs venaient apporter sur vous leur impitoyable scrutation. Attention, puisque maintenant on va véritablement entrer sur le territoire des spoilers, et je dois dire que je trouve admirable d'avoir une protagoniste aussi obsessionnelle et impitoyable. Cette notion selon laquelle elle ne devient véritablement samouraï, véritablement entre guillemets, qu'au fil des prises de conscience et choix de la saison, est une approche qui mise avec justesse sur l'évolution d'un personnage essentiellement façonné par le traumatisme. Ainsi, Mizu reprend très graduellement une once de contrôle sur ce qu'elle veut être profondément, même si le démon de la vengeance continue de l'animer et de la consumer. Taigen, le samouraï de basse extraction, est un homme arrogant, ambitieux et faillible. Toutefois, on découvre son potentiel de devenir autre chose. Il sait faire preuve de courage, de détermination, et là encore, c'est un excellent choix, permettant de nous montrer que l'évolution n'est pas réservée à la seule protagoniste principale, la seule héroïne, mais concerne aussi le monde qui l'entoure et surtout les personnages qui l'animent. Akemi, la jeune héritière, s'inscrit parfaitement dans cette approche. On s'attend à suivre un destin tragique ou dénué de contrôle, et finalement, on a la prise de conscience d'une femme qui use des rares atouts que cette société patriarcale lui reconnaît pour orienter sa vie. Sa relation avec Seki, son tuteur et père de substitution, est développée par petites touches et aboutit, là encore, à une sacrée réussite qui évite les gros sabots et joue la subtilité et la pudeur. On joue sur les structures narratives habituelles pour laisser supposer que les histoires d'amour et éventuels triangles amoureux seront déterminants pour, au final, aboutir à toute autre chose, ce qui est extrêmement rafraîchissant. Du côté de Ringo, le cuisinier sans main, on se retrouve face à un sujet pas si souvent abordé car délicat à rendre intéressant, celui de la recherche de vocation. Peut-être que l'optimisme du personnage est un peu forcé, un peu trop, et que l'ampleur de l'impact de son handicap est parfois sous-estimée. Quoi qu'il en soit, c'est un excellent personnage pour contrebalancer la noirceur de Mizu, sans pour autant tomber dans de l'humour foireux à répétition. On remarque en toute fin de saison que Mizu apparaît sur le bateau sans son sempiternel foulard, ni même ses lunettes, et s'il est évident qu'elle n'est pas réconciliée avec son origine métissée, on peut se demander si elle commence à assumer sa féminité. Le foulard cachait a priori l'absence de pomme d'Adam chez elle, et il serait passionnant de voir quel accueil lui serait réservé à Londres en 1657 en tant que femme. Par ailleurs, les révélations sur sa mère ouvrent une autre réflexion. On ne peut pas être sûr que sa mère soit japonaise et son père européen, c'est éventuellement l'inverse, même si cela paraît un peu moins probable peut-être. Je me demande si les scénaristes sont tellement attachés à leur antagoniste qu'ils ont préféré le garder en vie. Ceci dit, je me demande surtout si la suite éventuelle jouera sur la relative proximité dans le temps entre le grand incendie de la ville d'Edo en 1657 et celui de Londres en 1666. On ne peut qu'espérer une rapide confirmation d'une suite qui ne viendrait que dans trop longtemps, bien sûr. Ah oui, déjà avec les séries live, c'est la galère avec des attentes de 2 ans parfois, mais on sait que l'animation demande énormément de temps et cette série mérite tout le temps dont les artistes auraient besoin pour égaler cette incroyable première saison. Et quand bien même aucune suite ne devrait voir le jour, je reste convaincu que cette saison justifie de très loin son visionnage par ses qualités propres et si rares que j'ai eu le plaisir de vous partager dans cette vidéo, j'espère en vous convainquant. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!